Ça, on pourra le témoigner. C'est intéressant parce que les résultats sont là. Ils ne sont pas dans, regardez, j'ai un test de temps et ça fonctionne. Le résultat, c'est le patient qui dit je vais bien. Le résultat, c'est le patient qui le parle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'humain qui le parle. C'est les émotions qui le décrivent. Ce n'est pas le psy qui le juge. Et j'aime bien les psy aussi. Alors, c'est pas dangereux. Je vais vous tourner l'ordinateur pour que vous puissiez regarder l'écran, parce que j'ai plié tous les câbles. Alors, donc là vous voyez rien. Je vais le mettre en plein écran. Alors, je vais demander à Ousmane pour le torturer un petit peu. Alors, Ousmane, on peut l'applaudir hein, quand même. Hein, allez, on va faire de la phobie scolaire. En tant que prof, c'est bien. Alors, je mets toujours une chaise pour installer. Donc, il y a un protocole de mise en place. Ousmane, est-ce que ce sont vos derniers mots? Eh oui. Bon, à peu près. Non, je reprends, c'est pas de loin. Alors, vous m'entendez un peu là, c'est bon? Bon, tout simplement un petit masque. HTC Vive à la 5. Fais de la pub. Il faut le trouver. Alors, le logiciel que j'utilise, c'est une entreprise toulonnaise de Toulon. J'adore. Bah, dès que c'est toulonnois, j'ai un problème. Donc, une entreprise de Toulon, ils sont spécialisés dans la réalité virtuelle. Ils travaillent avec le professeur Malbos, la Timone. Parce que maintenant, j'ai décidé d'envoyer les gens dans le bar. Alors, je vais mettre en plein écran. Oui. Alors, je vais le tenir en hauteur sans me tuer. Alors, merci. J'ai bien interrompu pour continuer la chaise. Voilà. Ouais, on peut le mettre sur la table. C'est bon là, vous voyez ou pas? Oui. Oui, toujours ma mère va faire en largeur. Alors, merci, merci. Bon, on peut l'applaudir quand même parce que c'est super. Merci. Alors, Ousmane, je vais te demander de te lever. Bon, vous voyez que l'écran se lève. Enfin, l'image se lève. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois qu'il va se déplacer, il va créer ce que j'appelle un déplacement dans le monde virtuel. Et vous donnez ça à un HP, un haut potentiel, il va se régaler. Non seulement, la plupart du temps, je les retrouve addicts à l'ordinateur, donc ils sont super contents de pouvoir retrouver ce système informatique. Donc déjà, il y aura une acuité plus intéressante. Ensuite, il va se diriger devant la porte. Dirige-toi devant la porte. Voilà. Bon. Oui, alors, je vais préciser que je ne l'ai pas configuré, donc c'est tant pis pour moi. Voilà. Donc, on va le faire asseoir, pas maintenant. Voilà. Donc là, plutôt derrière la chaise, comme ça. Et tu t'assois. Attends. Merci pour lui. Voilà. Et là, il est dans une classe. Alors, il peut bien sûr se mettre face au professeur, parce qu'un élève qui tourne le dos, c'est toujours mauvais. Voilà, allez, vas-y, mets-toi face à ta table. Hein, voilà. Oui, on prend des risques ici. Voilà, donc, et l'enfant qui a une phobie scolaire, je vous promets, il ne reste pas plus de 3 minutes sur cet écran. Parce que bien sûr, il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs scénarios. La maîtresse qui interroge,
la maîtresse qui fait un contrôle, la maîtresse qui distribue les... J'ai la maîtresse parce qu'il y a des maîtresses dedans. C'est les maîtres. Donc ça veut dire qu'il va se passer beaucoup d'événements au niveau des séquences filmées où on va travailler son état d'anxiété et donc ses émotions. Et on retrouve des enfants qui pleurent, on retrouve des enfants qui ont les larmes aux yeux à travers le masque, bien sûr, on retrouve des enfants qui crient, on retrouve des états de décompensation. Et c'est là qu'il faut les traiter. Parce qu'en tant qu'adulte, cette phobie va s'ancrer et va évoluer. Va évoluer dans une sphère beaucoup plus psychopathologique. Si c'est pris à temps, on peut le faire. Il a été dit qu'il n'était pas très agréable de déclencher un HP, de dire qu'il est HP, qu'il est au potentiel, mais c'est bien de pouvoir donner une définition à quelque chose pour essayer de la traiter. D'apprendre à cette personne, en tant qu'enfant, à pouvoir le maîtriser, pour qu'il puisse l'accepter et s'en servir en tant qu'adulte. Une fois que nous chopons des phobies, des obsessions, il est très compliqué de pouvoir les enlever. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait partie des névroses. Qu'est-ce que c'est que la névrose? C'est la capacité que nous avons tous à faire ce que nous ne voulons pas. Donc, le placard à gâteau, on dit toujours qu'il ne faut pas que j'y aille. Au moment où on l'ouvre, on dit qu'est-ce que j'ai fait? Et quand on mâche, bon, ben trop tard. Donc, ça, c'est la névrose, pour un petit exemple rapide. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va déclencher des symptômes pour essayer d'équilibrer les demandes qui ne sont pas répondues. Donc, ça veut dire que quand un enfant au potentiel fait des demandes, c'est des demandes affectives, il faut lui répondre affectivement et pas lui remettre les règles dans la, dans la gueule. Parce que là, c'est violent pour lui. C'est très violent. Ça veut dire que la première des techniques que je peux, avec le temps qui m'est imparti, il y en a plein d'autres techniques, vous communiquer, c'est la non-violence verbale. Et c'est l'accueil aux états émotionnels. Bien sûr que c'est compliqué quand on est professeur, enseignant. Bien sûr que c'est compliqué quand on est saturé, quand on rentre le soir du travail, et qu'on a 50 questions à la seconde. Bien sûr que tout est difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites ce qu'on appelle un investissement dans le futur. Parce qu'après, c'est pire. D'accord? Et c'est pire longtemps après. D'accord? Ça ne date pas de pire 3 semaines. D'accord? Alors, donc là, on est. Merci. Alors là, donc c'est un exemple. Vous voyez un peu comment ça se passe? Voilà, donc je vais vous montrer un autre exemple maintenant. J'ai le temps ou pas? Bon. Ah bah. Voilà. Alors, donc, on peut traiter avec ça toutes les phobies, les addictions, parce qu'il y a un truc qui était important, j'ai entendu tout à l'heure des choses qui sont un peu bizarres. Bien sûr que la souffrance fait que certains adolescents vont se noyer dans les drogues et les addictions. D'accord? C'est très fréquent. Donc ça peut arriver. D'ailleurs, j'ai entendu que ça n'arriverait pas. Pourtant, dans la réalité, ça existe. Alors, je rentre dans les phobies. Et vous avez toutes les phobies que vous en rêvez. D'accord? Qui est phobique de quelque chose? Levez la main. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Allez. Ah, l'avion, oui. Alors, on va mettre l'avion. Alors, l'avion, je déclenche. L'avion, c'est la biophobie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? Bah, un logiciel qui ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc, bon, c'est censé fonctionner et voilà. Donc, on peut traiter les différentes phobies. Il faut une bonne connexion internet. Et là, je vais passer en 4G. Ah voilà. Bon, ça roule. Alors là, on va tester. Alors je vais mettre du son. Je vais mettre du son pour que vous entendiez comment ça se passe. D'accord? Vous entendez? Moi non plus. Bon, je peux mettre les battements du cœur. Ça veut dire que je peux synchroniser l'état du patient. Ça veut dire que physiologiquement, parce qu'il va écouter, il va synchroniser au fur et à mesure. Technique aussi utilisée en PNL, la synchronisation. Donc on va dire qu'on va synchroniser la personne sur un battement de cœur. On peut aussi l'aider à respirer. Respirer, ça veut dire que je peux mettre une respiration d'homme ou de femme. Donc
Voilà, il y a des questions. Donc ça veut dire qu'on peut aussi, là il y a marqué portique, parachute, entrer dans Ta l'avion, sœur, elle est à fond. tarmac, décollage, vol, turbulence, orage, atterrissage. C'est un exemple de phobie, attention, parce que toutes les phobies n'ont pas toutes des options. La phobie scolaire, ça va être contrôle, ça va être une phobie sociale, ça va être plus de foule, moins de foule. L'érotrophobie, par exemple, le fait que vous vous retrouvez à ma place et que d'un coup vous êtes paralysé, voilà, et que vous commencez à rougir tellement fort, qu'on appelle ça l'érotrophobie. D'accord? Vous avez la bélénophobie, beaucoup de symptômes comme la peur des piqûres, la peur de toucher le corps, en fait. Pourquoi? Parce que les HP sont hypersensibles. Et donc ça veut dire que la notion à l'espace du corps est très atteinte. Ça veut dire que pour eux, tout est exagéré. Et donc ça peut déclencher aussi des phobies. Oui. C'est tout d'accord? Ok. Bon, merci. Voilà, on fait- Merci Cyril. Si vous êtes d'accord, et on va, parce que l'heure tourne évidemment, et que on voudrait conclure et aussi conclure en musique. Pour ceux qui souhaiteront tester la réalité virtuelle, eh bien, pendant la séquence musicale, vous aurez l'occasion, les uns après les autres, ils ont des moyens de venir tester un petit peu. Je vous propose de prendre 10 minutes pour conclure cette journée, et je souhaite conclure donc la journée avec aux côtés de Laurent. Donc quand tu peux venir avec moi s'il te plaît. Voilà. Donc, en ce qui concerne la maison du potentiel et votre présence aujourd'hui, un immense merci de vous être déplacés, d'avoir continué à tenir jusqu'au bout et sans pause. Il faut nous le dire quand vous avez besoin de quelque chose. Et pour ouvrir un petit peu le débat ou la réflexion en tout cas, eh bien, je me permets, enfin, je reviens aux côtés de Laurent et de la Fondation au potentiel et talent, pardon, pour ouvrir en fait l'idée et revenir sur cette notion de transition éducative dont on vous a parlé au début en ouverture, et que Laurent va vous approfondir un petit peu si vous voulez partir avec la question perdure, vous savez, celle que vous gardez pendant des mois en souvenir. Je te remercie. Donc, le précédent orateur m'avait prévenu qu'il avait un quart d'heure, mais c'était un quart d'heure niçois. Un quart d'heure niçois, c'est 1 heure et un quart d'heure. Voilà. Je vais donc écourter mon intervention. J'avais prévu quelques slides. Et simplement, si vous pouvez mettre sur la slide, simplement en attendant de se positionner sur la slide, je voulais parler à tous les enseignants qui sont ici. Quand vous rentrez chez vous, généralement, vous vous dites, il y a quelquefois des perles avec vos élèves, et donc vous racontez ça en famille, les perles de vos élèves, et quelquefois il y a des moments magiques qui se déroulent. Et je voulais faire référence à un moment que m'a raconté la présidente de la Fondation, un jour en rentrant de l'école. Elle me dit, aujourd'hui j'ai passé une journée merveilleuse, c'était un lundi matin, on commençait à 9h avec la leçon de grammaire, ça portait sur le complément d'objet direct. Et il y a un petit garçon, 1 an d'avance, bon, je vous passe son profil, qui vient vers elle, qui trépigne et qui dit, mais maîtresse, dis-moi, j'ai une question à te poser là, c'était irrépressible, donc il fallait qu'elle l'écoute, alors que la classe était prête à démarrer la leçon, page 42 de la grammaire. Il dit, mais dis maîtresse, à quoi ça sert d'apprendre, puisqu'on va mourir un jour? Alors elle lui dit, tu sais Léo, elle Léo, 7 ans, ta question elle est merveilleuse, elle est passionnante. Est-ce que tu m'autorises à la partager avec le reste de la classe? Donc elle écrit au tableau la phrase de Léo. Et donc à ce moment-là, les élèves se disent, tiens c'est bizarre, ça ne correspond pas au complément d'objet direct, c'est pas quelque chose, on est dans la vraie vie quoi. Et donc à ce moment-là, il y a un petit garçon, un peu plus âgé, un Roumain qui était arrivé peu de temps avant en France, il dit, mais Léo, avant la mort, il y a la vie. Donc la maîtresse écrit avant la mort, il y a la vie. Et après, il y en a d'autres qui commencent à dire, mais tu sais, si tu travailles à l'école, tu auras un bon métier. Puis un autre, si tu travailles à l'école, tu vas gagner de l'argent, etc. Puis ça se suit comme ça, tous les exemples de tous les enfants, plus ou moins poétiques.
Et à un moment donné, il y a un petit garçon qui généralement était discret, qui se lève et qui dit « Mais Léo, tu sais, si tu travailles bien à l'école, ben, finalement, peut-être que tu auras la chance d'inventer un jour quelque chose qui laissera une trace pour aider l'humanité. » 8 ans. Donc, c'était un petit moment magique qui peut arriver effectivement dans une école quand on laisse la vie, en fin de compte, rentrer dans l'école. Donc, pour nous, l'éducation, c'est un devoir de transmission. Effectivement, ce qu'elle a fait, c'est que c'était un devoir de transmission. Alors, juste pour terminer l'anecdote, quand elle est arrivée dans la cour d'école, elle a dit à un collègue « Et t'as vu ce qui s'est passé, Léo, voilà ce qu'il m'a dit ». Et la réaction de la collègue, c'était dit « Mais il va pas bien, Léo, il faut vraiment qu'il voie un psy. Hein. » Donc, il y a toutes les manières de faire, d'appréhender les choses et d'écouter. Et ce petit enfant, ce petit Léo, finalement, c'était effectivement un haut potentiel. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'il est tombé sur une maîtresse qui, justement, lui a donné sa place et qui lui a donné la possibilité de partager ses questionnements, d'interpeller ses petits camarades et de faire un vrai boulot, vraiment de transmission. Et c'était vraiment tout à fait intéressant. Alors, j'avais prévu un certain nombre de slides, je vais aller très très vite, je vais essayer à chaque fois de vous dire quelques idées essentielles, je m'excuse parce que ça va aller assez vite, mais le brief de Mariette, c'était effectivement d'essayer de relier, d'élargir les choses, de problématiser. Donc je vais effectivement faire un lien effectivement, entre les hauts potentiels, les enjeux propres aux hauts potentiels, et la notion de transition éducative que j'avais élaborée tout à l'heure. Je passerai très très vite sur un point, c'est en termes de vocabulaire. Vous avez vu qu'il y a toujours des débats de sémantique sur comment les appeler. Et à force des débats qu'on a pu avoir au sein du comité éthique et scientifique de la Fondation, très souvent le qualificatif d'hyper revenait. Donc on dit que finalement ce sont des hyper, parce que dans les hyper, il peut y avoir des choses hypertrophiées puis des choses hypotrophiées. Et ça a le mérite de les faire revenir dans le genre humain, de ne pas les confondre avec des animaux à rayures éventuellement. Et pour nous, le premier message, c'est de dire attention, être HP, ce n'est pas une identité. Et c'est quelque chose, je pense, qui est très important parce que souvent, vous avez des HP qui peuvent être en difficulté, qui finalement se vivent d'abord, au lieu de chercher qui ils sont, ils se vivent en tant que HP. Ça devient leur identité et c'est un vrai souci. Voilà. Donc c'était une suggestion. Donc évidemment, qui dit hyper dit des choses en positif et puis il dit aussi un revers de la médaille. Tout ça a été dit aujourd'hui. C'est juste pour dire que vous avez cette synthèse avec un certain nombre de slides sur le site de la Fondation si vous voulez rechercher un certain nombre de documents. Donc potentieldetalents.org. Donc ça veut dire que pour nous c'est une pensée qui est un peu en hub. Et qui dit un hub, c'est aussi quelque chose ouvert à tous les vents. C'est à toutes les influences. Donc ça veut dire que c'est une pensée qui est effectivement ouverte à la complexité, à la quête de sens. Et quand tu disais Stéphane un certain nombre de choses passionnantes ce matin, ça résonne bien, je pense, avec ce qui est écrit sur cette slide, mais je passe rapidement, parce que vous lisez plus vite que je ne peux lire. La transition éducative maintenant. Alors vous connaissez tous ce dessin, hein, effectivement, et comme dit Tar Benjeloum, effectivement, c'est la société qui crée les inégalités, c'est pas véritablement la nature en elle-même. Je reprends un peu d'eau. Désolé pour ceux qui ont soif. Donc, notre conclusion, c'est que chaque individu devrait bénéficier de l'environnement le plus propice à l'épanouissement de ses potentiels et ce tout au long de la vie. Comme on dit qu'il n'y a pas de précocité entre guillemets ou d'adulte précoce, mais en fait, effectivement la question c'est tout le long de la vie qu'on apprend et qu'on progresse. Hein. Donc la notion d'éducation, la notion de cette progression, elle dure toute la vie et c'est important de se le dire. Et ça dans la diversité des formes d'intelligence et de talent. Notre proposition c'est de s'engager pas à pas, chacun à sa vitesse, sur les chemins de la transition éducative. Je parle bien au pluriel des chemins de la transition éducative. Comment favoriser effectivement un changement de paradigme pour passer d'une logique de masse et d'indifférenciation à une logique de respect de l'individu, articulée avec celui du groupe auquel il prend part. Donc une école de la réussite pour tous, et en fin de compte pour certains, dans une conception très particulière de la réussite à la française, c'est-à-dire un certain nombre de grandes écoles, et quand vous ne les avez pas faites, finalement vous avez raté votre vie. Vous avez 20 ans, 22 ans, et c'est foutu. Quoi. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'inspirer d'autres types de cultures pour passer effectivement à plutôt une éducation qui favorise l'accomplissement de chacun. Je n'aurai pas le temps de revenir sur tous ces mots. J'avais prévu des slides, mais on va aller effectivement un peu plus vite. Donc vous l'avez compris ce matin, le travail de la Fondation Potentiel des Talents, ça a été de travailler sur le concept même de transition éducative et d'essayer de réunir des écoles qui quelque part font la preuve du concept. La transition éducative, elle est déjà en marche, elle existe. Il y a des écoles un peu partout en France
qui font ce travail-là, et j'insiste, dans le public comme dans le privé. C'est plus difficile dans le public, mais ça existe, il y a des écoles, il y a des choses qui se placent dans certaines classes. Cette transition éducative, elle existe, elle est bien en route, et donc il faut effectivement aller chercher des écoles pour les exemples pour s'en inspirer. Donc c'est à la fois un enjeu de partage, il faut effectivement piloter ce partage et essayer d'inspirer les enseignants, mais aussi les parents, et c'est un enjeu de cohérence et évidemment de cohésion. Ça va prendre du temps, la transition éducative, ça va prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'en verra pas le bout, sans doute, mais je pense que c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et quand je pense à beaucoup de briefs qu'ont pu faire de mes clients pour les aider à innover, je me suis fait le pire brief qui soit, en fin de compte, en travaillant pour la Fondation Potentiel et Talent, que de concevoir et d'essayer de favoriser cette transition éducative, parce que c'est un travail de très longue haleine et qui nécessite un changement de paradigme. Et il faut effectivement se poser un certain nombre de questions. Alors, première quelques convictions pour étayer effectivement cette idée. Sur la base de l'expérience et de la réflexion, c'est d'abord se rappeler qu'on est tous des prématurés. Hein. Le propre des hommes, c'est effectivement, le corps de la femme, c'est que l'homme naît grand prématuré, et en fin de compte, il devient humain. Et ce devenir humain, c'est justement lié à l'éducation. C'est là qu'on retrouve effectivement la phrase de Pindar. Je vous rappelle donc toujours, il y avait des tribunes philosophiques sur le site qui sont très intéressantes à ce niveau-là. Donc les HP ou les hyper, ils appartiennent aussi au genre humain. Et la précocité est un message d'alerte de nature effectivement temporelle, et être HP n'est pas une identité en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les difficultés que certains HP rencontrent à l'école sont des signes d'alerte sur les dysfonctionnements du système scolaire, et classique, qui touchent sans doute également un grand nombre de profils hétérogènes, si tant est qu'on s'accorde sur ce terme d'hétérogène, hein, mais nous on pense véritablement que un grand nombre de décrocheurs, ou que nous on appelle des décrochés, parce qu'on ne décroche pas volontairement, se retrouvent effectivement dans cette situation du fait de la conception que l'on a de l'école. La plupart des solutions qui sont adoptées dans les écoles spécialisées, donc réunies au sein de la FET, dont le cours Cyrano, sont des solutions qui devraient et qui pourraient être transposées. Je dis bien transposées parce qu'évidemment il y a des adaptations à faire, et tout ce que font ces écoles, quelquefois avec des petits effectifs, sont plus difficilement effectivement réalisables dans une école avec 28 élèves, c'est sûr. Pour nous, l'acte d'enseigner, et ça a été dit à plusieurs reprises et en filigrane dans toutes les interventions, c'est d'abord un acte relationnel. Donc il faut revenir à ce point-là, et ça relève donc plus de l'art, véritablement, que de la technique ou des techniques. Les techniques, c'est très bien, mais c'est d'abord une question de posture, de relation à l'élève, et tous les enseignants qui sont ici, je pense, voient bien à quoi je fais référence. Donc c'est véritablement une posture dans laquelle il faut être, et toutes les écoles de la FET définissent d'ailleurs le rôle des enseignants comme des enseignants-chercheurs. Ils sont donc là ils sont tout le temps en proaction, ils sont tout le temps en train de réfléchir, ils sont tout le temps en train d'essayer d'adapter ce qu'ils font à chacun de leurs élèves, et ils positionnent aussi l'élève en tant qu'élève chercheur. Ils cherchent à ce que l'élève soit proactif. Et d'une certaine manière, les parents aussi, ils apprennent aussi à être parents. Alors c'est vrai qu'on nous apprend moyennement à faire des enfants, donc on nous apprend encore moins à être parents. Il y a un gros travail à faire, et beaucoup d'associations commencent à se pencher sur le sujet. Autre point, les enfants sont naturellement, et ça c'est une phrase effectivement que je reprends de la présidente de la Fondation, ils sont naturellement orientés sur trois choses: le plaisir, la curiosité et la créativité. Ils ont ces trois capacités dès la naissance, et ces trois aptitudes sont à la base véritablement de leur motivation. Leur soif d'apprendre et de comprendre ne devrait pas être donc entravée. Qui a décidé qu'il fallait souffrir à l'école? Je vous cite juste une citation, la première, c'est celle d'Alain Juppé. Il a écrit un livre, c'est au moment des primaires de la droite en 2017 ou 2016, je ne sais plus, et il a été interviewé sur son livre. C'est un des seuls candidats qui avait fait un livre sur l'éducation. Je trouvais ça intéressant déjà comme démarche, il reprenait les choses vraiment à la base. Et quand on l'interviewait, il disait: oui, c'est vrai, j'ai souffert à l'école, mais j'en suis pas mort. Et là, je me dis, mais c'est dingue qu'on puisse avoir cette conception de l'école. Pourquoi avoir cette conception doloriste, quoi? Pourquoi faut-il souffrir? Pourquoi faut-il... Donc, on a beaucoup réfléchi là-dessus, beaucoup rencontré de personnes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut cesser aussi d'opposer la notion de connaissance à la notion de compétence ou culture. C'est évidemment un maillage des trois qu'il faut aussi avoir, je passe rapidement. Et au travers de la transition éducative, ce sont toutes les représentations sous-jacentes
et l'ensemble des objectifs qui doivent être refondés et partagés. Alors c'est pas nous, Fondation Protéger les talents, qui avons évidemment le monopole, vous considérez que c'est notre réflexion, c'est plutôt une réflexion qu'on apporte et qu'on partage avec ceux qui sont sur le terrain et qui sont en résonance permanente, effectivement, avec les élèves. Et c'est effectivement ce que tu disais, Stéphane, aussi tout à l'heure, c'est aussi à eux qu'on trinque, je dirais, comme le déjeuner, où c'est véritablement le cœur de notre activité. Ça veut dire aussi, je l'ai passé un peu rapidement, que la Fondation, par exemple, a fait le choix d'aider que des écoles qui sont multi-approches au niveau pédagogique. Donc quand on a une école qui arrive en disant « tiens, je vais créer une école Montessori ou une école Freinet », on leur dit « bon, ok, certes, ça sera plus facile de créer votre école comme ça parce que vous avez une marque, entre guillemets, mais une fois de plus, si vous créez ça, finalement, vous créez un modèle unique s'appliquant à tous les élèves. Donc vous êtes exactement dans le même modèle que l'école classique. Et quand je dis l'école classique, c'est aussi bien l'école éducation nationale que l'école privée sous contrat classique. C'est-à-dire, on est dans le paradigme où on apporte et on sert la même chose à tous. Voilà. Et donc on pense au contraire qu'il faudrait vraiment passer à un autre mode de réflexion consistant à donner à chacun son dont il a réellement besoin. Voilà. Donc je passe là-dessus sur les difficultés constatées au sein de l'éducation et les différentes choses. On vous a parlé à chaque fois de cette pyramide, effectivement, que vous connaissez bien. Effectivement, quand on est à chaque bord, et surtout au bord sur la gauche, l'école doit s'adapter à l'enfant. Il s'adapte un peu plus difficilement, même si l'éducation nationale et l'école privée classique a fait beaucoup de progrès, s'adapte un peu plus difficilement au profil d'enfants HP. Et quand on est dans les 80%, c'est l'enfant qui doit s'adapter au système. Qui a décrété d'ailleurs c'était un système. J'arrive. T'as vu, t'as plus rien besoin de dire. Demain, c'est la communauté éducative qui doit véritablement s'adapter à l'enfant. C'est un changement vraiment complet de perspective qui est effectivement proposé. Donc le mot important, c'est le mot équité, parce que nous on suggère de réfléchir plus, non pas en termes d'égalité, mais d'équité, de façon à donner à chacun ce dont il a réellement besoin. Ça veut dire que si on prend en compte les spécificités de chaque enfant, on prend en compte aussi les spécificités de chaque enseignant. Les enseignants ne sont pas tous identiques. Ce n'est pas juste un matricule. Donc ça veut dire qu'il faut aussi les mettre dans une position où ils puissent exprimer toutes leurs aptitudes, leurs compétences. Voilà. Changer le système aussi Vas-y. Dans l'enseignement et en tout cas dans l'éducation nationale, changer le système, ça veut dire aussi prendre en compte chacun des enseignants. Et ça, c'est une révolution en soi. Parce qu'il y a, on va dans l'individu. Enfin, le monde de l'entreprise, il n'y a pas une entreprise qui soit plus anonyme que l'éducation nationale. C'est un vrai problème, je veux dire, en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, en tant que personne même investie. Les enseignants ne sont pas reconnus. C'est un problème en soi. Et c'est l'origine aussi d'une partie importante du problème auquel sont confrontés les enfants au potentiel. Alors tu as raison, et la plupart des écoles qu'on soutient au sein du réseau de la FED sont des écoles créées par d'anciens enseignants de l'éducation nationale qui se sont soit mis en disponibilité, soit ont renoncé effectivement à leur carrière d'éducation nationale de fonctionnaire pour créer effectivement leur école. Et donc, dernier point, je vais m'arrêter là, j'avais d'autres slides, mais on a vraiment plus le temps. Si on résume, alors il y a un livre qui va sortir sur la transition éducative, mais si on résume certains points qui me semblent majeurs, donc effectivement, il faut passer d'une conception qui est doloriste de l'éducation, fondée sur finalement un acte de soumission, à une conception différente de l'apprentissage, fondée sur le plaisir d'apprendre et le sens. Ça, c'est le premier point. La notion de sens, tu l'as dit tout à l'heure. D'une motivation extrinsèque guidée par la peur de la sanction et de l'erreur, la notation, entre autres, à une posture passive de l'élève, à une motivation intrinsèque et un engagement actif de l'élève. Toutes les écoles de la FED sont dans ce modèle-là. D'une logique utilitariste à une approche réellement humaniste, c'est-à-dire d'une logique centrée sur l'efficacité et la rentabilité à un souci d'accomplissement et d'épanouissement de l'individu, d'une autorité statutaire à une autorité issue de la connaissance. Il y a une très bonne tribune du prof de philo sur le sujet, à laquelle donc se soumettent chacun à son niveau, à sa place, et le professeur et son élève. Le professeur se soumet à la connaissance, comme un prof de philo il est lui-même soumis à la connaissance de la philo, et il propose à ses élèves de s'y soumettre avec lui. Il n'a pas la science totalement infuse ni parfaite. D'une autorité effectivement statutaire à une autorité issue de la connaissance, je viens de le dire, d'une logique de masse et d'indifférenciation à un respect de l'individu, articulé avec celui du groupe auquel il prend part, et enfin d'une logique centrifuge, partant du ministère à un mouvement centripète qui favorise la responsabilité à tous les niveaux. Nous sommes absolument convaincus que le changement qui est en cours, qui est en marche,
véritablement. À partir du terrain, c'est vous tous enseignants ici qui allez faire bouger les lignes et qui allez contraindre petit à petit les politiques et le ministère, tout ce que vous voulez, à changer effectivement d'attitude. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci. Bon boulot, c'est bien. Ah oui, alors les enseignants peuvent adhérer aussi à la fête. Les enseignants de l'éducation qu'on se rassemble tous, que ce soit tous dans le même sens, oui. J'ai une remarque très courte. On a parlé d'enseignement, d'enfants, on a parlé de monde professionnel aussi. Est-ce qu'il est possible, avec l'association ou la fondation, excusez-moi, d'avoir une passerelle aussi vers le milieu professionnel? Parce qu'aujourd'hui, nous, on constate en tant que professionnels qu'il y a une vraie fracture. C'est-à-dire qu'on ne parle pas le même langage, et dans le cas des hauts potentiels, c'est une vraie chance dans une entreprise d'avoir des hauts potentiels. Le problème, c'est qu'on le connaît, on les connaît mal. C'est un des actes de travail de la maison du haut potentiel. Donc c'est envisageable d'avoir des... Il y a des entreprises. Il y a des échanges, il y a beaucoup de... Moi j'avais des slides sur tout ce qui était inadéquation entre les attentes des entreprises, il y a beaucoup d'études là-dessus, mais on n'a pas le temps là, de partager ça aujourd'hui. Mais ça sera une autre... Bon, pour l'intelligence, on sera des C'est la intelligents. musique. La musique. Alors là, ce qu'on va faire, c'est, il y a la virtualité, je remercie tout le monde, je ne peux pas faire de liste, parce qu'on me dit toujours, quand tu fais une liste, tu oublieras toujours quelqu'un. Tu remercies tout le monde. On va vous remercier vous. Hein? Donc, il y a les musiciens, j'avais invité un ami qui s'appelle Manu, mais bon, il n'a pas pu, donc les amis de mes amis sont les amis. Et parce que Manu est un prof d'Antibes, enfin moi je l'adore, installez-vous, allez bosser un peu haut. Ah. Et donc, comme ça, on conclut. En jazz. On conclut en jazz. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Manu, c'est un gars qui est fait pour... Enfin, il est fait pour apprendre la musique au HP. Il est impressionnant. Par exemple, on va dire à un musicien, bah, tu sais, les accords, c'est des tierces qui sont accumulés. Ah, puis tu as deux types de tierces. Alors le gamin, bon, standard, va dire, bah, ok, bah, je vais faire mes accords parfaits majeurs, bien. Mais le gamin HP, c'est quoi l'arborescence? C'est quoi? Il va dire, alors j'ai deux types de tierces, si j'en empile 3, ça fait 2 puissance 3 accords possibles. Ensuite, mais si on peut cumuler des tierces, on peut le faire avec des cartes. Si on fait des cartes, ça fait les accords mystères de Debussy. Et puis on peut le faire avec des quintes. Et tiens, si on le fait avec des secondes, bah avec des secondes, ça fait des clusters, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle en mathématiques le dénombrement. Bah, tout ça s'apprend et tout le monde peut l'apprendre. Cette façon de faire. Donc c'est toujours encore ces enfants Musique qui éclairent notre façon de faire. Bon, merci Stéphane. Grâce à la musique. Super. Ouais, super. C'est parti. C'est bon ça. Thank you.
Bravo. Internet. En fait, je me suis dit portable. Regarde, une fois, t'es devant l'intelligence, ça... C'est quoi qu'on fait?
Ah, coucou. T'es venu quand? Au début du dernier. Là-bas? Marina? Marina? Est-ce que tu peux voir dehors s'ils récupèrent les bulletins d'adhésion à la maison du potentiel? Je leur ai dit, mais... Ah, ils récupèrent? Ouais, ils récupèrent. Qu'est-ce qu'ils récupèrent? D'accord.
Bonne soirée à tout le monde et merci pour votre écoute. À bientôt.